Pour cette première vidéo, j'ai l'intention de vous parler de l'anime Tales of Memories, qui a été publié en 2007 par le studio Shaft. À l'origine, c'est une réalisation PC pour un visual novel réalisé par Minorie, et qui plus est, a eu plusieurs opus sur cette plateforme. Le studio Shaft a réussi à récupérer donc le visual novel pour en faire un anime, avec ces techniques qui sont très particulières qu'on peut retrouver très facilement dans Bakemonogatari ou même Madoka Magica. Et sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet et abordons désormais Tales of Memories. L'anime commence sur la réflexion profonde de Aso Renji. Une introspection sur lui-même le confronte à la dure réalité et au fait que du coup il doit trouver sa place dans son monde avec ses propres talents en sachant que lui-même ne sait pas ce qu'il veut faire. Quand il réfléchit sur lui-même, il se retrouve à voyager naturellement dans sa campagne. Et cette petite route qu'il a l'habitude de prendre le confrontera pour la toute première fois à la personne qui va servir de love interest pour ce personnage. Il va rencontrer pour la première fois Shindo Shihiro. Et c'est sans crier gare que l'univers nous propulse le soir de Noël, pour suivre l'histoire des autres personnages sur des prises qui sont totalement hasardeuses. Et c'est cette technique scénaristique que nous allons rencontrer tous les autres personnages, découvrir leur quotidien et surtout découvrir un quotidien qui est totalement banal et pourtant qui est si important. Quand on commence à regarder nos personnages, on a l'impression qu'une partie d'échecs se déroule devant nos yeux, comme une sorte de succession de coups bas pour pouvoir gagner le gros lot. Et c'est là-dessus que je vais vous poser l'interrogation. Cela ne vous rappelle rien? Vous n'avez pas l'impression de regarder en fait le quotidien que nous vivons tous les jours? Pour ma part, c'est le ressenti que j'ai eu. J'avais l'impression de revoir des journées tout aussi banales que les miennes et pourtant, chacune de ces scènes avait exactement une même caractéristique, une similitude avec ce qu'on peut vivre tous les jours. Et c'est pendant ces scènes, tout aussi banales les unes que les autres, que l'arme ultime de cette série a enfin fait son apparition. Dès la première seconde et jusqu'à la fin de l'anime, il est là, il est présent, c'est le personnage le plus important de la série. Et je tiens à vous dire une chose, cette réalisation est une perle. En fait, le personnage le plus important n'est autre que la musique, car chaque scène, chaque émotion a sa place dans la musique. Et là, je tiens à remercier Tenon et Eshihiro. Ces deux personnes-là qui ont réussi à composer ces musiques sont des génies. Après, le style graphique a pris un petit coup de vieux, mais les personnes qui ont grandi avec lui vont surtout retrouver beaucoup de nostalgie. On va pas retrouver les codes fluides que l'on peut retrouver maintenant. Dans cet animé, il n'y a pas la 3D que je trouve dégueulasse et qui devient de plus en plus récurrente dans les animés récents. En revanche, même si on est novice, si on arrive un tant soit peu à lui laisser sa chance, il va réussir à nous offrir toute sa magie. Et je trouve que cet animé, s'il n'est pas avec ce style graphique-là, il n'aurait pas fonctionné. Je pense que le dessin fait aussi une grande partie du travail. Et c'est pour ça que je le recommande et que je fais cette vidéo d'ailleurs. Après, il y a aussi le fait que la colorisation est parfaite. C'est des couleurs choisies, des couleurs soignées. Le seul problème, et c'est une chose que je peux reprocher au studio Shaft, c'est que leur technique de colorisation est très particulière et si on n'a pas l'habitude, elle aura une tendance à nous rebooter. On va très facilement passer d'une version en noir et blanc avec une version qui va passer aux couleurs pâles, un peu pastel, et d'un seul coup on peut avoir une couleur qui va être éclatante. C'est une technique qui a vraiment beaucoup d'impact. Dès qu'on commence à réfléchir pourquoi ils l'ont fait, on arrive à apprécier ce genre de technique, mais la toute première fois, ça laisse un goût un peu particulier en bouche, car on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont fait ça, et très souvent, moi je le sais sur Bakemonogatari, ça m'a vraiment stoppé et j'avais pas du tout apprécié cette technique-là. Et c'est qu'après, en revoyant les œuvres, que j'ai commencé à apprécier parce que là j'ai pu comprendre certaines choses et ça permet d'accentuer en fait soit le côté dramatique, soit le côté humoristique
Mais ça, c'est des techniques qu'on retrouve assez régulièrement, mais qui sont beaucoup utilisées et très appuyées dans les œuvres de Shaft. Après, nous sommes en train de regarder un slice of life, donc du coup, les changements de colorisation et tout ça ne vont pas être choquants, c'est pas comme si on devait regarder une série d'action. Mais personnellement, je trouve que ces cassures, passer d'un seul coup à du noir et blanc, à de la couleur, c'est ce qui va renforcer les sentiments, ça va donner un côté moins impitoyable au personnage, et c'est ce qui va lui donner encore plus de fond. Donc le deuxième grand personnage de cette série, de mon point de vue, ça va être la colorisation. Car sans lui, les personnages auraient pu être excessivement plats, et pour le coup là, ils ne le sont pas. Bien entendu, tout cela n'est que mon point de vue, je n'ai pas l'intention de me faire incendier en mode non, t'as tort, je tiens juste à préciser que, de mon point de vue, le personnage le plus important reste la musique, le deuxième va être la colorisation, et après ça va peut-être être un ou deux personnages, mais tout ça, ce n'est qu'une question de point de vue, chaque personne a le droit d'interpréter les œuvres comme il le souhaite, c'est juste un petit rappel. Il arrive qu'au début de la série, nous soyons vite perdus. Il faut savoir que la nuance entre le rêve et la réalité est très fine. Bon, je vous l'accorde, on ne va pas être sur un mélange entre la réalité et le rêve version Chunibyo. C'est juste que la nuance et l'univers ne va pas nous aider à trouver une timeline. Déjà sur le départ, on se retrouve dans une région qui a l'air d'être au printemps, peut-être en été, si se peut même que ce soit début automne, et d'un seul coup on se retrouve catapulté dans la période de Noël en plein hiver. Et ce sont ces éléments qui vont faire que nous, on va être perdus. Et pourtant, au fur et à mesure qu'on va regarder l'anime en lui-même, nous allons être capables de discerner une timeline. Et ça va être cet effort-là qui va nous forcer. Enfin, personnellement, c'est cet effort-là d'essayer de trouver la timeline qui m'a forcé à regarder l'anime jusqu'au bout. Et surtout, de succomber à l'univers en lui-même. Si j'étais meilleur en japonais, et je pense dès que je le serai, je le ferai. J'ai l'intention de jouer au jeu qui a été créé donc, sur l'histoire, sur le light novel, et j'ai l'intention de découvrir l'univers à partir du jeu. Je connais désormais l'anime, maintenant je veux découvrir le jeu. Et j'espère que vous aussi, un jour ou l'autre, vous aurez le même intérêt que moi à découvrir cet univers par ses œuvres originales. Après, quand on regarde cet animé, on arrive aussi à retrouver certaines galères qu'on peut avoir dans la vraie vie. Du style, l'orientation. Je me rappelle quand moi j'étais au lycée, l'orientation c'était une horreur, c'était un truc horrible. Et là on arrive à le retrouver malgré tout, on arrive à avoir le lycée qui nous force à venir alors qu'on n'a pas envie de venir, on a envie de faire autre chose, ou on cherche à avoir une orientation et pourtant on nous dit qu'on n'est pas capable de l'avoir. Et cet animé est capable de nous le montrer. Et en parlant de souvenirs, il y a un point que je tiens absolument à marquer. Dans cet animé, j'ai vu quelque chose qui m'a rappelé et qui m'a fait un pincement au cœur. Il y a une cabine téléphonique, un truc qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Les cabines téléphoniques, on en trouvait partout avant, et je me rappelle à l'époque, il fallait mettre une carte dedans, une carte kiwi, truc comme ça, pour pouvoir communiquer. Et ça donne un peu plus de nostalgie, car ça nous rappelle que, oui, à l'époque, on en avait. Et si on commence à avoir un peu d'âge, ben bizarrement, regarder cet animé va nous rendre un peu nostalgiques. Et c'est une force qui s'est créée avec le temps. C'était le dernier point que j'avais envie de dire sur, on va dire, les forces de cet animé. Bien, maintenant abordons ce que je vais appeler pour cette histoire les 5 personnages principaux. Ce que je veux dire par là, ça va être le personnage de Shindo Shihiro, de sa sœur Kei, Miyamura Miyako, de Aso Renji et après de Hirano Hiro. Ce sont les 5 personnages que je vais aborder cette fois-ci et que je considère comme principaux pour cette saison-là. Première personne, Hiro, la tranche de pain de mie, le mec indécis, le mec qui sait pas ce qu'il veut. Un coup c'est oui, un coup c'est non, je veux être mangaka, puis plus du tout. Le gars, il sait pas ce qu'il veut jusqu'à la fin. Après, c'est aussi, on va dire, l'hésitation, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui a un rêve, mais qui a peur de se lancer. Même s'il est lancé, il veut pas concrétiser, alors qu'il est sur le point de le faire. Je veux aussi dire que c'est un petit peu l'opportuniste, parce que du coup, dès qu'il a la solution, dès qu'il a le moyen d'attraper quelque chose, il le fera. Après, je tiens à préciser une chose, ça c'est quelque chose de totalement normal. On retrouve ça chez tout le monde. Après, nous avons Aso.
l'esprit chevaleresque, la personne qui va vouloir soutenir tout le monde, la personne volontaire, celle qui va vouloir soutenir. Malheureusement, quand on est volontaire et qu'on se dit qu'on va soutenir une personne, il faut savoir si on est capable de le faire déjà de base. Et c'est sur ça qu'en fait, Asso va être important, parce qu'il va prouver que c'est pas parce qu'on se sent solide qu'on l'est. Parce que du coup, quand la première vraie difficulté va arriver, il va flancher. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose ? Oui et non. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre des gens avec qui on le fait. De mon point de vue, je trouve pas ça ouf, mais il faut savoir parfois aider les autres. Il faut savoir aussi que la vie lui aura mis une bonne claque, car au moment où il se sentait fort et puissant, la vie lui a fait comprendre que non, tu es une personne normale et il est grand temps que tu restes à ta place. Ensuite, nous avons Miyamura, la fille qui peut tout avoir. C'est elle qui se veut distante. C'est elle qui peut acquérir, mais qui ne voudra pas se lancer. Celle qui, dès qu'elle baisse ses armes, devient attachante. Je dirais même que c'est le personnage entre guillemets le plus pur, car elle va plus représenter la peur de s'attacher, car elle a déjà tout perdu. Elle n'a pas envie de perdre tout une deuxième fois. Elle préfère souffrir, seule dans son coin, que de vouloir s'attacher une nouvelle fois et ressouffrir à nouveau. C'est une peur qu'on peut retrouver assez aisément, surtout si un jour on a une peine de cœur ou autre, et c'est quelque chose que dès qu'on a ressenti, on peut facilement comprendre. Bien entendu, quand on est jeune, on se dit « non, c'est nul, c'est niais, c'est tout ce que tu veux ». Et pourtant, en grandissant, on peut comprendre la réaction de cette personne. Kei, le personnage que j'aime le moins. Le personnage que je vais assimiler à la jalousie. C'est un personnage qui, malgré les malheurs qu'elle a connus dans sa jeunesse, va toujours chercher à garder auprès d'elle et ne va jamais permettre d'autres personnes de s'approcher de ce qu'elle estime à elle. C'est le personnage qui, dès qu'il y a une difficulté, va chercher à se débarrasser des autres. Et pourtant, elle n'est pas capable de prendre son propre courage à deux mains pour avouer ses propres sentiments. C'est le personnage le plus fourbe et qui reste le plus loin possible de sa propre famille à cause de sa propre blessure. Personnellement, je ne l'aime pas du tout. Et je vous laisse comprendre pourquoi je ne l'aime pas du tout. Et enfin, on a Chihiro, la fille au pot cassé. C'est la fille qui n'a pas de chance. Mais au final, c'est le personnage le plus important de la saison. C'est le personnage que je trouve le plus attachant. C'est le personnage qui a le plus de liens avec tous les autres protagonistes. Et je vous cache pas que c'était le personnage que je voulais voir réussir à coup sûr. Et je suis très content de la fin de cet animé car j'ai apprécié la fin qu'ils lui ont offerte. Après s'être fait chier dessus quasiment toute sa vie, pour le coup, là, c'était propre. Donc pour conclure, je conseille vivement l'anime Tales of Memories, même si j'ai l'impression d'avoir mal parlé dans toute la vidéo. C'est un animé que je vous conseille surtout si on veut regarder du slice of life, si on sait pas trop quoi regarder, et qu'on a envie de se prendre la tête pendant bien quelques épisodes. Sinon, la beauté graphique, les techniques qu'on retrouve de l'époque, les personnages qui, malgré tout, arrivent à être attachants, en sachant qu'il y a des personnages qui n'ont pas été abordés et qui mériteraient qu'on en parle longuement. J'ai voulu faire succinct, je n'ai pas voulu aborder trop pour éviter les spoils et tout ça. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à la prochaine, c'était Dreknir. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à faire un commentaire. Je ferai au mieux pour régler s'il y a eu des soucis ou autres. N'hésitez pas à communiquer. Sur ce, à la prochaine!